patient injecté? Ça, oui, c'est ça. Nous, on utilise, on prend environ en fait 0,2 ml de sérum albumique pour un patient. D'accord. Ah oui, ça fait vraiment très très peu en fait. Et voilà. On injecte en fait à peu près 1,5 microcurie. Alors c'est vrai que si on parle en microcurie, pour chaque patient. Et donc voilà, on prend environ 0,2 ml d'iode 125. D'accord. Euh, alors, Valérie avait une autre question. Est-ce que vous protégez la thyroïde du patient et sous quel schéma d'administration? Toujours dans le Alors cas quand de on fait volume plasmatique. des volumes plasmatiques, Oui, bonjour, c'est Valérie. Oui, effectivement, je voulais oh, savoir si vous protégiez la thyroïde, étant donné que c'est l'iode 125. alors non. Non? Ensuite, je crois que c'est pas dans le Non, RCP, hein. Nous, on le fait pas non plus, hein. Si, c'est dans les ça RCP, exerce. il me C'est dans semble. le RCP de la cérale? Oui, parce qu'à l'époque, quand on a mis en place la technique, puisque nous, on a switché, en fait, on était au Chrome 51 uniquement, et quand on est passé sur le tech, on est passé sur la méthode double isotope, et il me semble qu'à l'époque, donc j'avais regardé dans les RCP, effectivement, c'est notifié que... Alors, je vais vérifier, parce que maintenant, vous me faites douter, mais... Oui, Moi aussi. moi aussi. Alors nous, on ne fait plus. Permettre pour Saint-Louis où on fait, alors c'est pas moi qui gère les marquages cellulaires, mais je sais un petit peu comment ils font. Pareil, pas du tout de protection thyroïde et on fait de la cérale depuis 20 ans. D'accord, ok. Ah, ça me rassure parce que nous non plus, on n'en fait pas. Nous, enfin, on avait échangé avec un des médecins nucléaires du service et effectivement, étant donné la période de l'isotope, il nous avait conseillé de protéger la thyroïde. Donc du coup, si ça vous intéresse, on est sur un schéma de comprimés d'iodure de potassium AJ0. Donc le patient, il arrive, on donne les 2 comprimés et ensuite on donne un comprimé pendant une semaine. Un comprimé pendant une semaine, d'accord. Ouais. Donc globalement, ça ne se fait pas ailleurs, quoi. Nous, j'avoue qu'on ne fait pas, mais c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis des années aussi et qu'on n'a pas remis en Et question. voilà, nous, exactement, nous, on fait comme ça avec nous. Aurélie Ça n'a pas été, mais on pourra, je verrai donc avec les médecins nucléaires qui s'occupent de ça, du labo ciné de Rouen pour leur évoquer ça et voir avec eux ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en place parce qu'en soi, c'est pas compliqué à mettre en place. Juste Aurélie Destable, je suis à Bicêtre en région parisienne. Alors moi je gère partiellement hein, tout ce qui est exploration fonctionnelle et marquage cellulaire. On ne fait pas non plus de protection thyroïdienne. Et du coup, juste petite question là, si vous utilisez de l'iodure de potassium, c'est vous qui dispensez pour le patient toute la semaine ou ça se passe comment? Parce que normalement, c'est l'ambulatoire après. Oui, on fait ça pour simplifier effectivement la procédure pour le patient. Nous, du coup, on commande à la PUI et on dispense le traitement pour la semaine. Ouais. D'accord. Parce que nous, ils ont refusé, quoi. Ils disaient que si c'est dans le cadre d'une hospice ou... alors, c'était plus pour la MIBG, hein, c'était pas ce cadre-là, mais normalement, après, le patient doit se fournir en ville. Donc, et c'est hors AMM, il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à ça. C'est la pharmacie des armées qui... Ouais, après, ils commandent à la SERP, je crois, et du coup, c'est... Comment? C'est vraiment la pharmacie. Ouais. Ah, moi, je croyais. D'ailleurs, il y a un sujet sur le blocage thyroïdien. Alors, c'est pas vraiment le lieu et le moment, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une rupture de l'ugol. Et pour les examens à visée pédiatrique, ça peut potentiellement devenir un petit peu compliqué à organiser. Peut-être se le noter pour plus tard. Ouais. Ok, merci. Il y avait encore tout un tas de questions. De moi. Oui. Je te laisse les poser en direct, c'est plus facile. Hein. Oui, bah après, je ne sais pas s'il a eu le temps de se préparer. Bonjour. Ouais, bonjour Madame Potier. Moi, j'ai pas eu vos questions en avant. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus et c'est vrai que ça fait un an que je pratique plus du tout. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on verra ensemble, ne serait-ce que pour la question de l'iode en injection.
Donc, voilà, je me renseignais de mon côté pour vous répondre vraiment précisément et pas vous dire de... Ça marche. En fait, j'avais envoyé effectivement tout un tas de questions. J'avais demandé si on pouvait vous transmettre, mais effectivement, on peut voir ça Vraiment ensemble. désolé, je pensais l'avoir fait et visiblement. Non, il y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, et vu que moi, ça fait 1 an que je pratique plus, je me suis remise à fond dans ma thèse, là, je l'ai relue. Il y a des subtilités comme ça qui vont m'échapper. Ok. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, j'ai vu que vous faisiez les mesures de VP et de VG, du coup, en différé pour donc AJ0. AJ0 pour le TT et AJ3 pour l'iode, oui. D'accord. Et du coup, au niveau de la gestion des comptes rendus de dossier, tout ça, ça peut être, ça peut faire un peu traîner les choses. Est-ce que le faire le même jour, est-ce que c'est envisageable, étant donné que justement, je me permets de te tutoyer, pardon. Tu mets que tu connais le pourcentage d'émission des gamma de 18 keV pour le technétium, et du coup, je voulais juste savoir si on ne pourrait pas soustraire le nombre de coups qui correspondent au technétium et du coup, pouvoir obtenir les calculs à J0. Plus rapidement, oui. Alors, on s'est posé la question et en fait, on l'a testé hein, et les résultats n'étaient pas vraiment concluants. On avait quand même un bruit de fond qui nous gênait énormément. Donc, on est resté là-dessus et nos praticiens, enfin, les gens qui demandent les examens, ils ont vu avec les médecins nucléaires et ça ne leur posait pas problème ce delta de temps de 3 jours, même 4 jours. Donc, ils rendent leur compte rendu assez rapidement après ces 3 jours, en tout cas. D'accord. Alors, il y a une Je question. ne sais pas si vous le faites et que vos résultats ont été peut-être plus concluants, mais nous, ça faussait les données. Donc, c'est pour ça qu'on est resté sur cette méthode-là. En fait, si je peux prendre la parole, c'est Nicolas, radiopharmacien CHU Amiens. Moi, je fais du double isotope. Alors, mes fenêtres de comptage, je ne les connais pas par cœur. Ceci dit, ce que je fais, c'est... je fais plus maintenant parce que ça a plus tellement d'intérêt, mais je faisais du double isotope et j'essaie d'écroître le TC. Je refaisais une mesure à 3 jours, uniquement sur le CERALB. Et voilà. On trouvait plus ou moins les mêmes résultats à quelques pourcents près. Ok. Non, parce qu'en fait, nous, on fait comme vous, mais en 2 temps, c'est-à-dire qu'on injecte d'abord la CERALB, ensuite on fait les prélèvements, et ensuite on injecte, donc nous, on injecte directement dans la voie veineuse. Hein. C'était ma question, pourquoi vous faites le marquage dans le plasma et pas injecter directement dans la voie veineuse. Donc, on injecte la CERALB, on fait les prélèvements, et donc du coup, ce n'est pas pollué par le TEC, on met à compter, et ensuite on injecte... les globules rouges radiomarqués, on fait les prélèvements. Mais effectivement, ça rajoute une bonne heure de marquage cellulaire. Hein, donc, c'est vrai que je me suis posé la question, pourquoi pas injecter les deux en même temps et faire uniquement un seul prélèvement pour le compter à J0. Voilà, c'était pour ça ma petite question. Voilà, moi c'est ce que je fais. On fait les deux en même temps, on rince bien la voie entre les 2 injections. Ouais. On prend les horaires et on fait 3 points de prélèvement à 15, 30 et 45 minutes. Et avec ça, on fait je fais 2 tubes, un tube sans total, un tube plasma, et à partir de l'un ou l'autre, on fait le VG ou le VP. Ok. Et donc, du coup, vous faites comme nous, vous injectez directement la CERALB dans la voie veineuse. Oui, tout à fait. Ok. Donc, on a toujours fait comme ça, mais c'est vrai je crois qu'à Saint-Louis, ils font une dilution à partir d'un prélèvement de plasma du patient et ils réinjectent le plasma céralbuminé, on va dire. Oui, c'est français, oui. Ok, bon, en tout cas, c'est intéressant, on peut gagner 1 heure de marquage cellulaire. Merci. Après moi, j'ai qualifié mon compteur dans cette direction-là, c'est-à-dire que j'ai réadapté les fenêtres, j'ai vérifié la linéarité, etc. Donc, c'est peut-être un petit travail à faire en amont, voir si les pics ne se bouffent pas. Voilà. Oui, ou sinon, on fait votre technique J0, J3, et puis voilà. Oui, on notre peut gestion. faire ça aussi, ouais. C'est une autre façon de faire. Pour ce qui est de Saint-Louis, juste, je vous précise, donc c'est une particularité saint-louisienne, on n'a pas du tout de radiopharmacien qui s'occupe des marquages cellulaires, c'est rattaché à notre service. Par contre, si vous avez des questions, ils font ça depuis un millénaire, j'ose espérer qu'ils le font bien, donc n'hésitez pas sinon à me contacter, je vous donnerai les coordonnées des techs et des manip radio qui s'en occupent. Ok, merci.
Alors, il y avait peut-être une dernière question qui m'intéresse, donc j'en profite. C'est l'intérêt de faire du double isotope versus justement de l'isotope simple, et notamment de passer par les volumes plasmatiques et de retomber sur le volume globulaire par l'hématocrite. Alors, j'avoue que nous, on fait comme ça, et c'était une question de Valérie aussi. Oui, je me suis jamais posé cette question-là, en fait. Je me suis toujours demandé est-ce que c'est nécessaire de faire le VP, mais passer par le VP pour avoir le VG, j'avoue, je n'y avoir jamais pensé. Donc, ça m'a intriguée, effectivement. Je coupe. Pour information, au congrès CSH de septembre dernier, il y a eu un poster là-dessus. Alors, je ne sais plus si c'est les calculs indirects de VP à partir de VG ou l'inverse, mais il y avait quand même un delta entre les deux. La conclusion, c'était vaut mieux faire du double isotope plutôt que de faire de la mesure indirecte de VG ou de VP. Oui, je crois que c'était un poster de chez nous, il me semble. Ouais, peut-être. mais du coup, effectivement, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Du coup, Juliette, pardon, je vais répondre à ta place. Nous, on en a longuement discuté parce qu'on voulait remettre à jour toutes les techniques. Enfin, le Chrome nous permettait de remettre à jour tous nos anciens protocoles parce que c'était des protocoles qu'on avait depuis longtemps. On s'est posé les questions et je sais que Pierre Beaune était fervent partisan du double isotope pour avoir des résultats plus précis. Et ça a été une discussion, mais effectivement, et quand on a refait nos tableurs et nos valeurs, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Ok. Juste nous, pour le petit retour d'expérience, on a fait à peu près 260 patients en double isotope tech et iode 125. Et pour une dizaine de patients, on s'est aperçu vraiment qu'il y avait une discordance entre le VP calculé et le VP mesuré. Genre 35% d'écart, c'est juste énorme. Donc, au début, on s'est demandé si le marquage de nos globules rouges c'était mal fait. Et en fait, en discutant avec les cliniciens, on s'est aperçu que pour les patients, notamment, alors je ne sais plus, c'est le syndrome Budd-Chiari. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est comme maladie, mais ça entraîne des œdèmes, un troisième secteur avec éventuellement, ça peut aller jusqu'à la poche d'acide. Et du coup, dans ces cas-là, le VP, forcément, le volume plasmatique, il est augmenté. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on avait une discordance entre le VP calculé et le VP mesuré. Et effectivement, quand les patients ont des œdèmes, ce volume plasmatique est largement augmenté, en fait. Donc, c'est pour ça, en déduire le VG à partir du VP, je pense que c'est quand même, pour certains patients, je pense que ça peut biaiser les résultats. Et puis après, dans un troisième temps. Parce que l'albumine, du coup, fuite dans le troisième compartiment. Il y a un appel d'eau. Et du coup, quand on fait les prélèvements, le nombre de coups dans le compartiment sanguin est moindre. Et du coup, le VP calculé, comme le VP calculé, c'est la quantité qu'on injecte sur la quantité qu'on a à l'équilibre. Comme la quantité à l'équilibre, elle est diminuée, le VP, il est largement augmenté. Donc, je pense qu'il faut quand même être précautionneux à utiliser uniquement le iode 125 en tout cas. D'accord. Je vais peut-être être obligé de revoir mes protocoles. Après, c'est rare, hein. Il y a peu de cas, mais... Ok, c'est une bonne information en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Merci Juliette. Et je suis encore vraiment désolé, je pensais vraiment avoir transféré ce mail avec la liste de questions. Ensuite, je pense sincèrement qu'on a traité. C'est pas grave, je suis désolée. C'est vrai que en plus, c'est un sujet qui me tenait à cœur mais par contre, je fais plus tout ça depuis 1 an. Je suis partie ailleurs, donc j'espère en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des autres questions de bien me les envoyer par mail. Je pourrais vous répondre plus précisément par rapport à ça. Ça marche, je t'envoie ça de ce pas. Merci Juliette. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut planifier l'intervention suivante. Oui, donc on va accueillir Sophie Lancelot. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et on va parler de l'article qui avait été fait dans le cadre, avec un groupe de travail de la SOFRA,
qui était un outil, qui était la création d'un outil d'analyse de risque. Alors là, il y avait déjà eu quelques… Oui, il y avait déjà eu quelques questions Oui. que j'avais bien identifiées, mais je pensais qu'il y a voilà. Pour resituer le contexte, en fait, donc effectivement, c'était un groupe de travail qui avons travaillé donc, sur un outil d'analyse des risques en radiopharmacie. Donc, partant du principe que les outils à disposition, donc qu'il s'agisse d'Interdiag ou Archimède, n'étaient pas forcément adaptés à notre activité. Alors, on est parti des outils existants et puis en fait, on a construit un petit peu l'outil comme ça. Et l'idée, c'était, je ne sais pas si vous avez tous vu comment est construit l'outil, mais il y a 3 onglets et l'intérêt de cet outil, c'est l'analyse en fait quantitative. C'est-à-dire pouvoir avoir un scoring des risques et après, au niveau de l'analyse, avoir déjà un outil qui permet en fait de hiérarchiser et de prioriser en fait les actions. Par rapport à ça, donc il y a eu 4 questions a priori. La première portait sur la question A10 qui correspond à tous les personnels affectés aux activités de gestion, approvisionnement et délivrance des MRP sont placés sous l'autorité technique du radiopharmacien par délégation du pharmacien gérant de la PUI. Et la question, c'était, faut-il une délégation pour tous les intervenants en radiopharmacie, PPH et MANIP? Alors, moi, la réponse n'incombe qu'à moi, mais je pense que, à ma connaissance, les délégations du chef de service ne sont faites que pour les radiopharmaciens. Là, en fait, c'était plutôt pour coter le risque si effectivement tous les personnels qui travaillaient en pharmacie le radiopharmacien avait autorité technique sur tous les personnels qui travaillaient en radiopharmacie. Donc là, effectivement, ce qui était visé, c'était plutôt l'activité des manip radio. Donc en fait, à ma connaissance, il n'y a pas de délégation spécifique du chef de service de la PUI aux manip radio. Peut-être que dans vos services, oui, en tout cas dans ceux dans lesquels je suis passée, il n'y en avait pas. Par contre, il paraissait intéressant que la liste des personnels apparaisse dans l'organigramme. Oui, je crois que c'est obligatoire. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé. Hein. Donc, c'était, voilà, et s'ils n'apparaissent pas dans l'organigramme, ça peut constituer un risque, puisque en fait, l'autorité technique n'est pas formalisée. Et pas formalisée et remise en question. Ouais. Alors, il y avait aussi une question. Le personnel non médical affecté aux activités de radiopharmacie peut simultanément être affecté à des activités non pharmaceutiques. Ouais. Alors ça, c'est moi qui ai posé la question. Je voulais savoir dans quelle mesure, parce que moi, je vois, nous, on a des manips. Le matin, ils sont en salle de préparation, l'après-midi aussi. Et puis le midi, il y a une coupure. Hein, ils ne font pas de préparation, mais ils vont remplacer au TEP. Ça passe quand même. Alors, c'est le simultanément que… Ouais, tous les items sont un petit peu construits de la même manière, c'est-à-dire qu'on a eu du mal des fois à libeller correctement et de manière compréhensible toutes les questions. Et c'est vrai que il y a une interprétation subjective qui peut être après être faite. Là, de mémoire, ce qui était surtout visé, c'était le risque que ce ne soit pas le même manip, parce que là, encore une fois, c'est plutôt l'activité des manips qui est ciblée. C'est que le manip fasse la préparation et puis que dans la même vacation, c'est-à-dire dans la même demi-journée, il passe de l'autre côté et il injecte en même temps. C'était vraiment pour séparer les tâches. Et parce qu'on part du principe que les interruptions de tâches ou alors les multitâches pouvaient constituer un risque en soi. Donc, si après l'organisation fait que vous estimez en tant que pharmacien, c'est pas très risqué, mettez plutôt qu'il n'y a pas de risque dans ce cas-là. Oui. Alors, il y avait une question. Le radiopharmacien réalisant l'analyse pharmaceutique est formé à cette activité. Alors la question, c'était formation logicielle uniquement ou alors c'était quel type de formation
auquel vous aviez pensé? Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu en fonction de vos pratiques. Ça peut être soit une formation interne, soit une formation type formation continue. Alors, j'ai regardé rapidement entre hier et aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas si elle est très ancienne, cette formation, mais il y a une formation continue qui est dispensée par la faculté de Nantes à destination des praticiens hospitaliers sur l'analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses. Donc, ça peut aller jusque-là si jamais les personnels ne sont pas formés. Mais après, c'est comment vous mettez en place la stratégie de la réalisation d'une analyse médicamenteuse, c'est-à-dire est-ce que c'est pareil, c'est hiérarchisé, vous faites ça systématiquement pour la radiothérapie, pour la pédiatrie, je ne sais pas, c'est à vous de voir les niveaux de risque. Quelle est votre méthodologie pour communiquer avec les manips, les médecins nucléaires, les patients, etc. Est-ce que c'est formalisé? Est-ce que vous avez... ça peut être une formation interne, hein, mais ça peut être aussi, voilà, j'ai vu que ça existait dans différentes facs. La formation de Nantes, là, en plus, c'est DPC, j'ai vu. Ok. Et alors, on avait aussi quelqu'un qui voulait savoir s'il était possible d'avoir le tableau Excel non protégé pour pouvoir l'adapter. Ouais, alors ça, j'ai vu. Alors oui, c'est possible. Après, c'est pas très habituel avec les outils d'analyse de risque, puisqu'en fait, tous les outils d'analyse de risque ne sont pas forcément pile poil adaptés à notre activité. Et comme nous avons mentionné en fait en annexe, quand on remplit l'outil, en fait, si on n'est pas concerné, on se met toujours dans la situation dans laquelle il n'y a pas de risque. Donc, en fait, les questions qui ne vous intéressent pas, du coup, vous vous mettez dans la situation de l'absence de risque, ce qui fait que même après, quand vous faites une analyse de risque d'une année sur l'autre ou tous les 2-3 ans, ça dépend de la périodicité que vous avez suivie, théoriquement, ce n'est pas des questions que vous retouchez, donc de toute façon, ça ne fait pas tellement perdre de temps et ça n'apparaît pas en fait dans l'analyse finale. Donc voilà, c'était juste pour faire un point. Théoriquement, ce n'est pas gênant. Après, si les gens veulent la manière de côté, veulent voir comment ça a été paramétré, il n'y a pas vraiment de souci. Après, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, je ne suis pas sûre qu'Excel soit le meilleur, au final, le meilleur logiciel. Il y a des logiciels plus adaptés aux questionnaires qui permettraient notamment d'avoir des boutons. Si vous cliquez oui, ça décoche automatiquement le nom, là, ce qui n'est pas le cas dans notre outil. Mais bon, après, oui, pourquoi pas. Est-ce que certaines personnes... Ah, bah, il y a Emmanuel Barry, c'est toi qui avais posé la question. J'étais pas sûre de pouvoir être là ce midi, c'est pour ça que j'ai posé la question hier. Et j'avais surtout pas compris que les articles étaient répartis sur 2 jours. Donc, en fait, je pose cette question parce qu'on a utilisé l'outil de carto des risques parce que c'était demandé dans les nouveaux dossiers ARS et on s'est tous un peu mis dessus il y a quelques mois. Et en fait, on a transmis cet outil, on l'a rempli comme on pouvait, on l'a transmis à la gestion de la qualité qui ensuite s'est penchée dessus pour faire l'analyse et nous aider. Et en fait, c'est eux qui m'ont demandé de pouvoir débloquer l'outil pour pouvoir l'adapter. Et il y avait certains items, alors là, je ne me suis pas replongée dedans, qu'on ne comprenait pas vraiment. Et quand on mettait la réponse qui nous semblait mettre le moins de risques, on avait l'impression que ça nous mettait des risques. C'est pour ça qu'on voulait regarder derrière comment c'était fichu. Alors, c'est possible qu'il y ait des erreurs. J'espère que non, parce qu'on l'avait vérifié quand même pas mal de fois. Mais après, je pense qu'il peut y en avoir. Donc, on avait demandé effectivement dans un premier temps que les utilisateurs nous remontent bien les éventuels bugs qu'ils avaient rencontrés. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit directement. C'était plus une incompréhension de la grille, plutôt pour l'instant que de réels bugs, mais je pense qu'il peut y en avoir. Après, voilà, moi, je veux bien envoyer la grille ou revoir les incohérences que vous auriez rencontrées. Hein. Dans ces cas-là, quand je me remettrai dedans, si je vois un truc bizarre, je contacterai. On peut vous envoyer la grille s'il n'y a pas de souci. Hein. La grille, on l'a, mais le fichier est protégé. Oui, le fichier déprotégé.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Après, je vous avoue qu'on a mis quand même pas mal de temps à faire cette grille parce qu'on était assez nombreux et du coup, c'est toujours sujet à beaucoup de discussions. C'est vrai qu'après, cette grille, il faudrait une deuxième version, une troisième version, enfin une mise à jour régulière. Alors, je ne sais pas, Sandy, tu avais dit qu'éventuellement, c'était la NAP qui était intéressée. En fait, oui, on a eu on a eu quelques échanges avec la NAP. Il y avait eu un travail de fait pour la définition d'une unité d'œuvre en radiopharmacie. Et là, la NAP a envie de travailler sur la problématique de la radiopharmacie et était du coup très intéressée par cet outil que vous aviez fait. Donc, on va sans doute revenir vers vous rapidement pour discuter de l'évolution de l'outil et peut-être faire une deuxième version. Enfin, eux, ils sont très, très motivés pour travailler là-dessus. Donc, je pense qu'on aura des infos assez rapidement. Voilà. Et c'est vrai que, alors, nous, on l'a utilisé sur Paris et Saint-Cloud, on l'a fait en parallèle. On a utilisé la grille sur les 2 sites et nous, on s'est rendu compte que on avait certains documents qualité qu'on n'avait pas dans nos documents. Et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de documents à rédiger. Alors, moi, je sais que j'ai demandé aux personnes que je connais, tiens, est-ce que vous avez une procédure libération? Est-ce que vous avez une procédure autre, oui, il y a la libération et on a un truc dans le logiciel, comment on fait la libération, mais pas qui prend en compte tous les facteurs qu'on peut avoir. C'est pas quand on libère, on regarde effectivement les résultats des contrôles qualité, mais bon, à côté de ça, on ne le formalise pas, mais on sait que notre personnel est habilité, on sait que les locaux ont été qualifiés, on sait que le matériel a été qualifié. Donc, tout ça, on voulait le mettre dans une grande procédure libération qu'on n'a pas encore finalisée. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer d'échanger nos documents qualité pour que ce soit plus simple pour tout le monde localement. Voilà. Mais bon, ça nous a permis de voir tout ce qui nous manquait. Donc, c'était très, très intéressant. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve à 13h30 pour les actualités de l'autorité de sûreté nucléaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure.